Allez, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour échanger sur les conséquences de la crise Covid que nous vivons malheureusement toujours et les impacts en fait sur la fonction RH et sur toute la transformation que cette crise sanitaire engendre au sein de la fonction RH. Alors, hop. Donc, je serai accompagnée aujourd'hui de Isabelle Obrecht, qui est la directrice ressources humaines du groupe Talentia, et également d'Antoine de Couessin, qui est consultant senior responsable du programme RH et digital au sein du cabinet d'analyste Marquez by Exegis. On va passer à peu près 45 minutes ensemble pour revenir sur les changements fondamentaux qu'a impliqué en fait la crise du Covid, comment on a vécu en tant que DRH cette crise, comment surtout vous l'avez vécu vous en tant que DRH. Isabelle partagera son retour d'expérience puisqu'elle a rejoint le groupe Talentia en pleine crise Covid. Et puis Antoine et moi, on vous fera part de ce qu'on a vécu nous au travers du retour d'expérience de l'ensemble des DRH avec lesquels nous avons échangé lors de la crise, puisque nous avons animé plusieurs focus group, plusieurs groupes de discussion. Donc, on trouvait que c'était intéressant de revenir sur cette thématique et de partager avec vous, voilà ce qu'on en retient. Donc, c'est une fonction qui est en pleine transformation, hein, donc qui a été mise en lumière pendant la crise du Covid, qui du coup a repris un peu sa position forte au sein des organisations. Ça, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, on a pu se rendre compte aussi pendant la crise du Covid de toutes les failles, de tous les dysfonctionnements que cette fonction a pu accumuler au fur et à mesure, non pas par faute de volonté, mais principalement souvent parce que perçu comme un département plutôt centre de coût que centre de profit. Donc, c'est souvent des fonctions transverses sur lesquelles les priorités étaient peut-être pas aussi fortes que sur d'autres fonctions métiers. Néanmoins, du coup, on s'est rendu compte de l'importance de la fonction RH au sein des organisations, surtout dans des périodes économiques ou des périodes sanitaires un peu perturbées comme celles que nous vivons. Par contre, ça a aussi mis en exergue toute l'accélération de la transformation que cette fonction doit opérer, avec la digitalisation au cœur de cette transformation. Et puis également, je trouve le bon côté des choses, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur ce besoin de se dégager de tâches administratives, de gestion qui peuvent être un peu répétitives et fastidieuses, au profit vraiment du développement du capital humain au sein des organisations. Voilà, donc on vous propose de passer 45 minutes ensemble pour échanger sur cette transformation fondamentale, éventuellement la roadmap qu'on voit se dessiner sur les 2, 3 prochaines années. Du coup, on va couvrir plusieurs sujets. La première sujet, on va revenir un petit peu sur comment la fonction RH a vécu la crise. On abordera aussi la digitalisation comme le vrai moteur de cette transformation. On se présentera rapidement pour ceux qui ne se connaissent pas, donc Talentia Software et Marquez. Et puis, on prendra à l'issue de ce webinaire les questions que vous pourriez avoir à poser soit à Isabelle, ici présente, soit à Antoine de Couessin. Du coup, je vais te laisser la main, Antoine, sur cette première partie. C'est comment toi, en tant qu'analyste, tu as récolté les retours d'expérience des directions de ressources humaines et qu'est-ce que tu en retiens en fait de ces différents impacts? Comment tu peux partager avec nous les principaux écueils qui ont été répertoriés lors de la crise du Covid? Merci Béatrice de me laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le constat, le principal et le premier constat de la crise par rapport à la fonction RH, c'est qu'elle a profondément impacté et qu'elle a profondément touché la fonction RH et qu'en gros, elle a permis de mettre trois éléments en lumière, trois éléments en exergue, qui sont les suivants. La première, c'est une absence de stratégie dans la digitalisation et l'automatisation des processus RH. Mais cette absence de stratégie, elle ne vient pas du côté de la fonction RH en elle-même. La fonction RH a compris depuis longtemps
l'intérêt de la problématique, a compris depuis longtemps l'enjeu qu'il y avait autour des questions de digitalisation et d'automatisation de ces processus. Et c'est plus, et ça rejoint un petit peu ce que Béatrice disait tout à l'heure, c'est plus que la direction générale des entreprises, l'entreprise en elle-même a toujours considéré la fonction RH comme un petit peu le parent pauvre de l'entreprise et a rechigné un petit peu à mettre les budgets nécessaires pour développer, pour mettre en place une stratégie cohérente et pertinente sur ces questions. Et en fait, on arrive du coup à un instant de crise où la DRH n'était pas prête à faire face à cette situation parce que manque de stratégie, manque de construction par rapport à ces problématiques et ces questions. Le deuxième point, et c'est aussi un point qui existait avant l'arrivée du Covid, mais qui a été mis en lumière et mis en exergue par la crise, c'est l'hétérogénéité de la digitalisation des processus RH. Vous avez d'un côté des processus qui vont être très digitalisés, très automatisés, qui sont souvent bien implantés dans l'entreprise, qui sont souvent anciens, qui sont liés à la gestion des tâches administratives et à la paye, mais qui ne bénéficient pas des dernières avancées technologiques, qui ne bénéficient pas de ressources financières suffisantes pour les mettre à la pointe sur ces sujets-là, et qui donc sont un petit peu obsolètes au niveau technologique. Et de l'autre côté, vous avez des processus moins digitalisés, moins automatisés, plus jeunes, plus récents dans l'entreprise, qui sont souvent liés à la gestion du capital humain, mais qui bénéficient des dernières avancées technologiques. Et du coup, vous avez cette dichotomie entre les processus qui rejoint un petit peu le problème du manque de stratégie mise en place par les entreprises sur ces questions et qui a été clairement mise en lumière par la crise du Covid. Et le dernier point, je pense qu'il faut souligner, et c'est sans doute le plus important, c'est que la fonction RH va bénéficier, en fait, bénéficie de la place que lui donne la crise, de la place centrale que lui apporte la crise, et gagne en importance. Et ça, c'est un point que je souligne et que je vais quand même me permettre de nuancer, parce que j'ai eu un entretien avec 2 DRH hier, et ils m'ont dit que cette montée en puissance de la DRH était pas tant du point de vue des collaborateurs qui étaient en prise aussi de leur côté avec la crise, avec les confinements à répétition, avec les couvre-feux et tout ce qui en suit, et que c'était plus en fait une montée en puissance vis-à-vis du COMEX, vis-à-vis de la direction générale des entreprises qui enfin a pris conscience de l'importance de digitaliser la fonction RH, qui a pris conscience de l'importance de la fonction RH dans l'entreprise et qui donc, du coup, lui donne de plus en plus d'importance pour en faire un partenaire privilégié, en fait. Merci Antoine. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui se sont vraiment rendus compte de ce qu'était la DRH, en fait, pendant la crise du Covid, avec ce besoin de s'adapter soit aux nouveaux principes réglementaires qui évoluaient tous les jours, avec ce besoin d'accompagnement pour les personnes à risque, ce besoin d'accompagnement sur la mise en place du télétravail, sur le besoin de communiquer avec les collaborateurs, de développer l'engagement et plus, 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 plus. Alors, je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, Isabelle, mais c'est vrai que, on l'a vécu comme une nécessité absolue d'avoir une fonction RH super forte, quoi. Merci Béatrice. Oui, bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai pris mon poste en pleine période, comme tu l'as dit, de crise sanitaire et au sein de Talentia Software. Et donc, à mon arrivée, il a fallu gérer à la fois les inquiétudes du COMEX justement sur ces dispositifs, sur les contraintes nouvelles qui étaient imposées, qui changeaient chaque jour, celles aussi des collaborateurs, des managers, et puis l'équipe RH, mon équipe RH en première ligne. On avait aussi cette peur de perdre des collaborateurs. On l'a toujours, mais je dirais qu'aujourd'hui, on s'est, entre guillemets, je ne vais pas dire habitué, mais on vit avec, alors qu'à l'époque, on avait vraiment cette boule au ventre d'apprendre qu'un de nos collaborateurs allait être en grande difficulté.
Et donc, il a fallu faire preuve dans nos postures RH à la fois d'agilité, de réactivité, de grande sérénité pour à la fois suivre les cas de contamination. On n'est quand même pas, en tant qu'RH, des diplômés en médecine. Donc, c'était quand même aussi de trouver les bons mots pour pouvoir aussi rassurer les gens, s'improviser un peu référent Covid. Voilà, et en même temps, pouvoir être référent pour communiquer des tips à tout à chacun pour bien vivre le télétravail en posture, comment rythmer sa journée et puis accompagner les managers qui étaient tout autant perdus. Et c'est à ce titre-là, à mon sens, que le DRH, la DRH, est devenu un partenaire clé du COMEX parce que ça a été une période, et c'est toujours une période, qui montre que le capital humain est primordial pour la réussite d'une entreprise. Et du coup, pour revenir par rapport à ça, on a vu l'urgente nécessité de digitaliser certains processus RH. Et on y reviendra tout à l'heure avec ton retour d'expérience, Isabelle. Mais typiquement, pour les entreprises qui étaient un petit peu en retard sur certains processus, tels que la digitalisation du bulletin de paye, tels que la digitalisation du recrutement, tels que la digitalisation du onboarding, ou tels que les plateformes d'échange et de communication pour garder ce lien avec les collaborateurs. C'était déjà des projets qui étaient dans la roadmap de la fonction RH, mais qui se sont vus fortement accélérés pendant la crise du Covid. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais ce serait peut-être intéressant aussi de voir comment toi, tu as répertorié l'ensemble de ces besoins de digitalisation et ce que tu peux partager avec nous sur cette impérieuse nécessité. Merci Béatrice. Alors moi, je pense que sur ce point, il y a deux éléments à souligner et qui font écho à ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure. Le premier, c'est le nouveau rôle du DRH. Il y a eu un avant crise du Covid et il y aura nécessairement un après. Et le rôle du DRH qui était un petit peu avant la crise Covid purement administratif, ou en tout cas à grande tendance administrative, va muter avec la montée en puissance de la fonction RH et avec les conséquences de la crise Covid. On va assister à l'apparition d'un DRH polyvalent, un petit peu couteau suisse, un petit peu multipasse, qui va devoir du coup déjà faire le lien entre la direction générale, le COMEX et la fonction RH en tant que telle. Ça il le faisait déjà. Mais qui va devoir renforcer son lien et renforcer son rôle au niveau des salariés, au niveau des liens entre les équipes entre elles et entre les collaborateurs et l'entreprise. C'est tout l'enjeu de la relation collaborateur qui a été du coup, alors moi je pourrais en parler longtemps et Béatrice le sait, qui a été boosté, qui a été optimisé par la crise du Covid. Et le deuxième élément sur cette nouvelle place, sur ce nouveau rôle des DRH, c'est qu'ils vont devoir accompagner les managers dans leur nouveau rôle qui va aussi évoluer à cause du Covid. On va avoir besoin d'un management plus agile, d'un management peut-être davantage de proximité, ce qui était parfois moins le cas avant la crise du Covid, et qui va du coup se généraliser, s'optimiser. Et dans ce cadre-là, la digitalisation n'est pas importante, elle est nécessaire et elle est capitale. Et le deuxième point, je pense qu'il faut souligner et qui montre aussi que la digitalisation est un levier de modernité, la digitalisation va accompagner les nouvelles priorités des DRH, notamment les nouvelles priorités liées à la gestion du capital humain, au développement d'une relation collaborateur pertinente, une volonté d'impliquer les collaborateurs sur le long terme, de les faire monter en compétences, de développer leur sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et aussi, et c'est le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est la problématique des soft skills. Dans ce cadre-là, la digitalisation
des fonctions, des processus RH, notamment celle du recrutement et celle de la formation, est essentielle pour mettre en avant les soft skills qui prennent de plus en plus de poids dans l'entreprise et dans le cadre de la montée en compétence d'un collaborateur. Isabelle, comment tu vois les choses, toi? Qu'est-ce que tu as mis en place du coup chez Talentia Software? Alors, c'est vrai que tu as de la chance d'être chez un éditeur de solutions RH, donc tu es peut-être un peu plus en avance que d'autres entreprises. Quelle est ta vision sur cette digitalisation de la fonction RH ou sur comment les choses sont en train d'évoluer au sein de la fonction RH? Oui, alors je vais commencer par cette deuxième partie de question sur qu'est-ce qui, quelque part, a changé et du coup, la conséquence sur la digitalisation. Pour les RH, pour moi, il y a trois choses qui ont changé. Il y a la posture en tant que DRH, la manière d'interagir avec nos clients internes, que sont le COMEX ou les managers et les équipes. Il y a le positionnement, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur la DRH. Quand je dis la DRH, c'est l'équipe de direction des ressources humaines. Et puis, c'est la nature des responsabilités. Sur le premier point, sur la posture, plus que jamais, l'équipe RH a une nécessité, la crise a montré une nécessité de développer un lien de proximité, puisqu'on ne l'a plus en présentiel, on n'a plus le distributeur de café. Donc, il faut créer des nouvelles conditions qui se ressemblent aux distributeurs de café quand on peut se croiser, etc. Donc, c'est du coup développer sa capacité à impacter, notamment via la visio, qui est quand même le principal vecteur pour pouvoir communiquer. Et c'est aujourd'hui un vrai défi, parce qu'autant il y a eu un engouement assez fort avec la visio au moment de la première vague de confinement. C'était assez rigolo de voir toutes les vidéos s'ouvrir. Aujourd'hui, moi, j'anime des CSE où je vois 20 boulettes, 20 petits ronds avec les initiales du nom et du prénom, et où on a perdu ce lien, on a perdu la possibilité d'interagir, parce que quand même, on a quand même besoin de pouvoir se voir aussi. Donc, voilà, il faut retrouver une autre façon, dans cette deuxième période, on va dire, de crise qui perdure, une nouvelle façon de reprendre contact avec les uns et les autres. Et puis, il y a aussi maintenant, en tant qu'RH, il va falloir identifier les activités qui relèvent du présentiel versus celles qui relèvent qu'on peut faire en télétravail. Moi, souvent, quand on avait à la limite un feedback à faire à un collaborateur parce qu'on l'a vu intervenir dans une réunion, et au détour d'un couloir, quand on disait bonjour, on pouvait s'arrêter et lui en parler. Aujourd'hui, ces événements-là, il faut les programmer. Donc, ça devient moins spontané. Donc, voilà, donc c'est revisiter la manière dont on répartit ces activités. Concernant le positionnement de la DRH, plus que jamais, la DRH joue, parce qu'elle a joué ce rôle-là, de proximité en utilisant davantage l'intelligence collective. L'intelligence collective est vraiment une des solutions, a été une solution et restera une solution, notamment l'animation d'ateliers de co-développement qu'on a pu développer au sein de Talentia, c'est-à-dire où on a réuni des managers en visio pour travailler ensemble sur un temps assez court, c'est des sessions de 1 heure, 1 heure et quart, via donc une méthodologie qui s'appelle le co-développement, qui permet de résoudre une problématique managériale, une difficulté avec un collaborateur, une difficulté pragmatique en 45 minutes, une heure d'avoir un plan d'action. Et grâce à la mobilisation de tous les participants via une technique. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de développer pour le RH. Et puis, je dirais que le RH n'est plus un acteur de l'ombre désormais. C'est un agent qui fait savoir, qui donne de l'info sur la stratégie et qui donne des points d'étape via notamment des communications généralisées. On l'a fait pas mal de fois chez Talentia. On a aussi fait pas mal de visio avec notre directeur général pour transmettre effectivement des points d'actualité, mais aussi pour partager les quotidiens, des banalités, des choses qui touchaient tout le monde, qu'on pouvait retrouver quand on est au bureau. Et puis, c'est devenu la RH un acteur du changement reconnu, puisque aujourd'hui, désormais, il faut, en tant qu'RH,
osciller entre les nouvelles pratiques du travail mixte, l'utilisation du digital, le soutien aux équipes pour les aider à collaborer à distance, s'assurer des bonnes conditions de travail en termes d'outils, et puis encourager les managers à maintenir ce lien social. Et puis enfin, en termes de responsabilité du DRH, je pense que plus que jamais, cette crise a révélé la multitude de facettes de talents que les RH pouvaient avoir, qui n'étaient pas jusque-là dans leur job description, à savoir un peu pompier, un peu coach, un peu aussi services généraux quand il fallait mettre les autocollants sur les bureaux pour informer sur les gestes à avoir pour éviter d'être contaminé, être un peu psy, être un peu magicien, event planner, enfin en tout cas une multitude de casquettes. Est-ce que toi, tu as mis des nouveaux outils en place au sein de l'organisation pour aller dans tous ces objectifs de lien social, de redonner du sens, qu'est-ce que tu as mis concrètement en place au sein de Talentia? Alors, comme je le disais, il y avait les ateliers de co-développement qui n'existaient pas auparavant. Donc ça a été une grande nouveauté, puisque c'est vraiment entre pairs, notamment managers, ça peut se faire avec d'autres groupes de collaborateurs, de pouvoir résoudre des problématiques concrètes en un temps assez court et surtout en utilisant l'intelligence collective. C'est-à-dire que tous ensemble, on participe à la résolution d'une problématique qui va concerner à l'instant même une personne, mais quand on a une problématique managériale, par exemple, quelqu'un qui a des difficultés à travailler en télétravail ou un autre exemple, on a du mal à avoir de la visibilité sur ce que fait le collaborateur, voire même s'il va bien, eh bien, ça peut être des sujets qu'on peut aborder tous ensemble et à plusieurs, eh bien, on est toujours plus fort pour résoudre une problématique. Donc ça, c'est une concrétisation réelle. Une autre concrétisation, ça a été plus que jamais dans cette période chahutée, où on est loin des uns des autres. Et bien, c'est aussi de donner du sens à ce qu'on fait et de donner du sens, c'est-à-dire de donner de la visibilité sur l'impact des actions des collaborateurs. C'est-à-dire quelles sont mes responsabilités quand je suis consultant, quand je suis commercial, quel impact ça peut avoir sur le business de manière très concrète. Et ça passait par notamment des visios qui étaient animés par notre directeur général qui mettait en avant les résultats d'une équipe et ce de manière très, très concrète. Et puis enfin, c'est aussi beaucoup de travail pour décliner des objectifs à très court terme. Quand on est dans une période comme ça, complexe, difficile, c'est un peu comme le chalutier qui est dans la tempête. Et si on se focalise que sur la tempête, on n'y arrive pas. Par contre, si on se focalise sur les bons gestes qu'il faut faire pour pouvoir atteindre la rive, c'est comme ça qu'on parvient à sortir du mauvais temps. Donc, c'est c'est de fixer des objectifs même à la semaine. Donc, on a accompagné nos managers pour leurs équipes en fonction des responsabilités des uns et des autres. Comment fixer de manière hebdomadaire les objectifs de leurs équipes, de manière à ce qu'ils soient focalisés sur les objectifs et non pas sur ce qui ne va pas, non pas sur le fait qu'on est en pleine période de crise et que la Covid va emporter tout le monde. Merci Isabelle. Du coup, on voit que la fonction RH, elle est en train de se transformer de façon assez fondamentale. Donc, ça va passer par l'optimisation de certains processus RH. Ça va passer par la mise en place de nouveaux outils, plateformes collaborateurs, plateformes DRH, des outils de digitalisation sur le recrutement, le onboarding, la formation, la gestion de la performance et autres. Mais aussi, on voit apparaître des nouveaux rôles au sein de la fonction RH, justement, qui sont plus trop des rôles orientés gestion administrative, mais des rôles qui sont vraiment là pour accompagner la stratégie RH de l'organisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Antoine, sur ce sujet? Alors, au niveau des rôles, des nouveaux rôles qui vont apparaître dans la fonction RH, la seule chose, moi, que je peux avancer et que je peux dire, parce que ça serait, je pense, peu pertinent de revenir en détail de tous ces nouveaux rôles, c'est qu'ils s'inscrivent dans deux choses. Ils s'inscrivent déjà dans la prise de conscience
des entreprises, et je dis bien des entreprises, des directions générales que j'avais évoquées tout à l'heure, de mettre en place une stratégie de digitalisation des processus RH structurée et efficace. Et pour ce fait, il faut qu'il y ait des rôles, il faut une répartition des rôles efficace aussi. Et donc, je pense, enfin, je pense et je sais que la digitalisation des processus RH va être accompagnée de la diversification des métiers RH au sein des entreprises. Le deuxième point que je pense qu'il est important de souligner, c'est que de nombreux de ces métiers s'inscrivent dans une volonté d'optimiser la gestion des talents. Et je pense, ça accompagne, si vous voulez, la volonté de développer une relation collaborateur pertinente, la volonté d'optimiser l'investissement du collaborateur, la volonté de protéger ses données et donc de le rassurer, la volonté de le faire monter en compétences. Et ces nouveaux rôles qui vont apparaître dans l'entreprise s'inscrivent dans cette prise de conscience-là et dans ce besoin des entreprises d'un petit peu rééquilibrer les choses entre une digitalisation qui a été principalement axée sur l'administratif jusqu'à aujourd'hui et le besoin de digitaliser et d'automatiser les processus RH liés à la gestion du capital humain qui ont explosé avec la crise. Je vais pas entrer dans les détails, mais on prend simplement celui du recrutement, avec la montée en puissance du digital dans le cadre du recrutement, avec les passages d'entretien numérique pour pallier aux entretiens présentiels. Et dans ce cadre-là, en fait, nécessairement, il y aura des nouvelles charges qui vont être obligées de se créer pour structurer cette digitalisation et pour la rendre plus efficace. Isabelle, est-ce que tu es en train déjà de recruter des nouveaux profils? Comment tu vois l'évolution de ton organisation sur les 2-3 prochaines années à venir? Alors, sur les nouveaux... Alors, effectivement, il y a des nouvelles compétences qui émergent qui, à terme, donneront lieu à des nouveaux métiers au sein de l'équipe RH. Notamment, alors, je pense qu'une nouvelle compétence, alors elle n'est pas si nouvelle, mais elle est renforcée. Voire même, je pense que ça va être une compétence qui va être mise en avant dans les job descriptions ou dans les annonces quand on va recruter des profils RH qui va devenir importante, notamment sur la capacité à marketer les actions de l'entreprise, à communiquer, à faire de la communication RH, mais avec ce côté marketing. Ce qui n'est pas le propre du tout de la RH. La RH a plutôt tendance, les profils sont plutôt à rester dans l'ombre et à ne pas forcément, n'a pas appris à marketer ses réalisations. Là, plus que jamais, elle doit le faire parce qu'elle ne représente plus simplement les actions purement RH, mais elle est aussi un bras droit de la direction générale et doit accompagner auprès des collaborateurs la signification de la stratégie de manière très, très concrète. Donc, il y a la communication RH qui devient effectivement une compétence et probablement un métier à part entière et qui va être intégré à la RH. Tout ce qui va être aussi business analyst de la data, ça c'est clair. Alors qu'on a vu une multiplication du processus de digitalisation pendant cette crise sanitaire avec la mise en place de la signature électronique, parce qu'on ne pouvait plus le faire en présentiel, la mise en place de coffres-forts électroniques pour les bulletins de paye, comment on suit les temps de télétravail, activités partielles, le présentiel. Donc tout ça, effectivement, ce sont des outils qui vont permettre de faciliter la vie des DRH pour se consacrer davantage à ce qui est leur cœur de métier, c'est-à-dire développement des compétences et donner du sens, recréer le lien. Mais c'est aussi une opportunité pour pouvoir, avec ces nouveaux outils, collecter de la data et pouvoir l'analyser pour bâtir des plans d'action qui vont bien. Un métier aussi, c'est tout ce qui est, alors je ne sais pas trop dire le nom, mais agent un peu de la transformation et de l'engagement. Plus que jamais, la question, et ça fait partie d'une des priorités 2021, voire les années futures pour la RH, c'est comment
on maintient, voire on développe l'engagement des collaborateurs dans ce contexte complètement chahuté. Et parce que depuis, comme on le voit, depuis mars 2020, l'entreprise est devenue un écosystème de collaborateurs dispersés avec des conditions de travail extrêmement hétérogènes, le télétravail, l'activité partielle, le travailleur sur site. Et du coup, l'engagement des salariés, et c'est pas que, enfin, de manière globale, j'en parle assez largement avec mes pairs, l'engagement des salariés est vraiment en berne. Et ça, c'est un grand chantier pour la RH à partir de 2021, qui va être de comment on garantit la réappropriation du projet de l'entreprise, des valeurs, de la culture par les collaborateurs et donner du sens aux actions de chacun. Merci Isabelle. Du coup, on en arrive au dernier sujet, c'est la roadmap 2021 de la fonction RH. Concrètement, on dit plein de choses, mais par quoi on commence? Comment ça se met en œuvre? C'est quoi les missions les plus urgentes? C'est quoi les chantiers les plus urgents par rapport à d'autres? Je prends la parole. Vas-y Antoine, s'il te plaît. J'imagine, je me permets du coup de prendre la parole. De manière globale, la première chose, ça va être de structurer la RH. De structurer la RH au niveau digital parce qu'elle a été le parent pauvre pendant des années de l'entreprise sur ces sujets comme sur d'autres et qu'elle a été surprise par la crise, elle a été mise à mal par la crise, elle a résisté à la crise, elle a permis à l'activité de l'entreprise de perdurer, elle a permis aux entreprises de s'en sortir. Mais je pense que, et c'est pas je pense, je sais, que, que la fonction RH n'était pas prête à affronter une telle crise. Et que du coup, la première chose qu'il va falloir faire pour la fonction RH, c'est déjà se structurer en interne, s'organiser en interne avec des outils de manière homogène sur tous les processus, avec des KPI pertinents qui permettent de faire ressortir des indicateurs pertinents pour développer une stratégie globale, ça va être des moyens d'investir le collaborateur, et aussi ça va être, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la création de nouvelles charges, de nouveaux rôles, de nouveaux métiers qui vont permettre justement la structuration de cette nouvelle fonction RH. Et dans un deuxième temps, je pense que ce que va permettre la fonction RH, c'est de capitaliser sur la gestion du capital humain. L'entreprise a compris depuis le début de la crise, a pris conscience de l'importance de ces sujets-là. Elle avait déjà réalisé avant avec la mise en place d'une relation collaborateur pertinente, mais là, ça devient capital. Pourquoi c'est capital? Parce que depuis le début de la crise, les collaborateurs ont pris certaines habitudes, alors, qui sont bonnes ou mauvaises. Là, je ne suis pas là pour en juger, mais en tout cas, ils ont pris l'habitude du télétravail, ils ont pris l'habitude d'une flexibilité du travail, ils ont pris l'habitude d'avoir des formes d'outils collaboratifs. Il va falloir optimiser tout ça. Et en fait, dans le deuxième point de la roadmap, ça va être vraiment cet élément-là, avec la question qui est, je pense, tout l'enjeu de ce deuxième point, qui m'a été, moi, remonté plusieurs fois par plusieurs DRH différents. Est-ce que ça va être un effet soufflé au fromage ou est-ce que ça va perdurer dans le temps, dans le sens, ce que j'appelle effet soufflé au fromage, pour reprendre l'expression d'un DRH à qui j'ai parlé hier. Est-ce que c'est juste un effet dû à la crise et qu'une fois que la crise sera bien passée, les choses vont revenir à la normale, avec une digitalisation qui va augmenter dans la fonction RH, mais qui ne sera pas optimum parce que les directions générales ne voudront pas forcément donner les budgets nécessaires pour atteindre ces objectifs? Ou alors l'inverse, prise de conscience réelle des entreprises, prise de conscience durable des entreprises et une digitalisation qui va être non seulement profonde, mais durable. Et ça, je pense que c'est toute la question justement liée au deuxième point de cette... Alors, on va demander à Isabelle. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle, de tout ça?
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est temporaire et vraiment lié sur la période donnée, ou est-ce que tu penses que la situation va perdurer et qu'il y a vraiment un enjeu, euh, une prise de conscience forte de la part des directions générales d'accompagner la transformation de la fonction RH? Oui, moi je pense que ça va durer. Enfin, malheureusement, plus cette crise sanitaire perdure et plus le changement va s'ancrer. Je pense que on aurait pu dire oui, ça ne va pas durer. Au mois de juin, après la première période de confinement, il y avait un risque à ce que tout redevienne comme avant. Mais c'est plus le cas. En fait, il y a là, et je suis assez certaine qu'il ne faut surtout pas rechercher le retour à la stabilité, au monde d'avant. Et que, au contraire, même, on doit, en tant qu'RH, être dans une posture où on se doit de former les équipes, à la fois RH, manager, etc., à une adaptabilité, une agilité permanente et qui est inhérente au monde de demain. Donc, même d'ailleurs, le mot changement, il est galvaudé. Euh, donc, voilà, et je pense que là, ce qui est en train de s'ancrer, on ancre des choses durablement. Et c'est plutôt une bonne chose d'intégrer effectivement ce changement permanent pour garantir la résilience collective. Du coup, ça change complètement fondamentalement aussi la façon dont la direction générale a à se positionner vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est-à-dire que demander de l'agilité à ses collaborateurs, c'est bien, mais c'est lui offrir aussi le moyen d'être agile et d'être plus autonome, entre guillemets, dans sa fonction. Du coup, ça change complètement la position de la direction générale vis-à-vis de ses collaborateurs, et les collaborateurs vis-à-vis de la direction générale, et cet engagement vis-à-vis de l'entreprise, et également la culture managériale, hein. Qu'en penses-tu, Isabelle? Ah oui, complètement, hein. Et là, il y a encore du chemin à faire, hein, mais en tout cas, il y a les déclics qui sont provoqués. Mais clairement, il y a une nécessité à donner confiance aux collaborateurs. Je ne dis pas qu'on n'avait pas confiance en eux, mais on avait plus facilement la possibilité de tracer, en tout cas, leur activité parce qu'on pouvait les voir. Maintenant, on doit revoir ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, la crise, on l'a bien vu. Le monde, certaines entreprises, enfin, en tout cas chez Talentia, l'entreprise a continué à produire, à servir ses clients, à réaliser des solutions, alors même que tout le monde était en télétravail. Talentia, avant la crise, le télétravail, ça concernait que 10% des collaborateurs et de manière très sporadique. Aujourd'hui, c'est 80% de nos collaborateurs et pour autant, la productivité est là, etc. Donc, il y a effectivement un changement des mentalités à opérer auprès des managers, il faut les accompagner parce que, et c'est même clé parce que le collaborateur, il a besoin d'être accompagné, qu'on lui fasse confiance et aussi qu'on lui donne le sens de ses actions au quotidien. Donc, concrètement, nous, en RH, il va falloir aider l'écosystème pour que on puisse, encore plus qu'avant, avoir des opportunités de partager la vision de l'entreprise, partager les valeurs, les objectifs, etc. à l'ensemble des collaborateurs pour vraiment permettre de recontextualiser les missions de chacun. Parce que l'objectif, c'est vraiment de fédérer autour d'un projet commun. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est impliquer les collaborateurs le plus possible, c'est-à-dire les impliquer dans la construction du fonctionnement de l'entreprise de demain. C'est-à-dire que chacun peut participer à l'élaboration de la stratégie 2022-2023 de l'entreprise. Donc, c'est comment on encourage les initiatives des salariés. Et puis, je l'ai dit, troisième point, c'est fixer des objectifs aux collaborateurs. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est important quand un collaborateur, quand il a des objectifs qui sont clairs, alors on dit SMART, hein, réaliste, mesurable, etc., mais qui lui permettent de se focaliser sur quelque chose de concret et il en oublie, il en oublie, je ne vais pas dire qu'il en oublie, c'est-à-dire qu'il se focalise et il n'est pas pris par les difficultés liées au Covid, etc. Et puis, c'est donner de l'autonomie, c'est donner véritablement à tout type de poste. Parce que l'autonomie et la responsabilité sont source de motivation. Donc, c'est vraiment important. Et puis, enfin, c'est reconnaître le travail, valoriser le plus possible le travail.
Il y a des entreprises où la culture du feedback n'est pas forcément très développée. Alors, quand on est en visio, encore moins. Donc, c'est d'accompagner le plus possible nos managers à reconnaître le travail, à le valoriser individuellement. Super, très clair. Merci beaucoup Isabelle. Ce que je propose, c'est d'avancer sur le déroulement de la présentation. On va se présenter rapidement, mais vraiment très rapidement pour vous vraiment laisser la place aux questions. On a déjà quelques questions qui sont remontées. Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter Talentia Software rapidement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un éditeur de logiciels français, on va dire pan-européen pour être tout à fait précis. Donc, on développe des suites RH et des suites finance. Donc, typiquement, on a été en pleine ligne de mire en même temps que vous pendant la crise du Covid pour accompagner les directions RH sur leur transformation, les directions financières également. Et puis la mise à niveau en fait de tout ce contexte réglementaire qui arrivait au fil de l'eau et au fil du temps. Donc on représente à peu près 430 collaborateurs répartis dans le monde avec récemment l'ouverture d'une filiale aux États-Unis. Et puis on pèse à peu près 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on est vraiment ciblé, on cible vraiment essentiellement les entreprises de taille intermédiaire. Et qu'on les aide vraiment à capitaliser sur la donnée et capitaliser sur leur processus métier pour les simplifier un maximum. Ce qui nous caractérise, c'est de dire la paye, c'est un mal nécessaire, mais qui est très bien cadré, sur lequel il faut vraiment sortir des bulletins de paye et des payes sans faute. Et en même temps, au-dessus de ça, il y a toute la relation collaborateur. Donc, c'est cette notion de plateforme qui prend en compte la paye, la rémunération, le développement, la formation et autres au sein d'un portail global à la fois pour les collaborateurs et à la fois pour les DRH. Alors, on voit bien que la communication est essentielle aujourd'hui, surtout dans un monde où chacun travaille de chez lui. Donc, créer cette appartenance, ça passe aussi par des outils, ça passe aussi par la capacité de pouvoir se connecter le matin et discuter avec ses collaborateurs, qu'ils soient dans la même entreprise ou pas. Ça passe aussi par la réception d'informations régulières de la part de l'entreprise pour se sentir embarqué sur un projet commun. Et ça passe aussi par la capacité de pouvoir poser des questions de façon assez ouverte à sa DRH pour avoir en fait cette notion de temps réel, de réponse rapide, et puis l'accès à mon dossier collaborateur, et puis voilà. Et en fait, c'est tous ces outils qui sont développés au sein de la structure Talentia, par Talentia, pour les fonctions RH et les entreprises de taille intermédiaire. Je vais te laisser la main, du coup, Antoine, pour te présenter rapidement, ainsi que Marquès. Alors, pour me Surtout présenter Marquès, parce que toi, tu t'es déjà présenté, mais... oui, geste technique. Euh, pour présenter rapidement Marquès, du coup, Marquès est un cabinet d'analyse et de conseil basé sur, qui traite de toutes les problématiques digitales au niveau du marché français. Il se divise en deux opus. On a d'un côté des programmes traitant les différentes thématiques du digital français, donc ressources humaines, etc., secteur public. On va apporter une vision prospective, on va apporter des études de marché, des market data, qui constituent vraiment le programme en tant que tel de Marquès. Et puis à côté, on a on répond aux besoins spécifiques de nos clients en réalisant, pareil, des études stratégiques, des études prospectives, des livres blancs qui s'inscrivent réellement dans la problématique de nos clients. Tu peux passer le slide, s'il te plaît. Rapidement, pour conclure sur Marquès et sur le champ couvert au niveau des RH, Marquès couvre la totalité des 12 segments communément acceptés dans le milieu des ressources humaines du digital français. Donc, vous avez aussi bien le onboarding, le recrutement, le sourcing, la gestion des compétences, la mobilité. Et donc, ça permet en fait d'avoir un scope général et global de l'évolution du marché du digital RH en France et de sa structure. Voilà pour...
Béatrice, on ne t'entend pas. Tu as ton micro Pardon, fermé. excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Du coup, on en arrive aux questions-réponses. Pardon. Du coup, il y a plusieurs questions qui émergent. La première pour Isabelle, c'est, tu as beaucoup parlé de sens. C'est vrai que le sens, embarquer les collaborateurs dans un projet commun, ça devient fondamental quand on travaille à distance. Concrètement, comment tu penses qu'on peut recréer du sens dans les organisations? C'est quoi tes petits conseils personnels pour l'ensemble des personnes qui assistent à ce webinaire? Oui, j'en ai un petit peu parlé. Je pense qu'il y a donc deux points, hein. Moi, j'insisterais comme outil, comme un peu la boîte à outils. Il y a deux points. Bon, déjà, d'abord, avant même que je parle de la boîte à outils, c'est plutôt de mesurer le taux d'engagement. Ça me paraît bien, ça me paraît opportun. Et de pouvoir effectivement, via des surveys, de mesurer l'attachement qu'ont les collaborateurs, leur état d'esprit, leur degré de motivation, leur degré de bien-être de tous les collaborateurs pour voir d'où on part et ce qui va permettre ensuite d'adapter des actions. Et dans les actions, c'est d'abord utiliser l'intelligence collective parce que c'est en étant à plusieurs et pas simplement le problème de l'engagement, ce n'est pas qu'un problème RH, c'est le problème de tout le monde. C'est le problème de la direction, du manager et du collaborateur, de tout le monde. Donc, c'est un sujet qui doit être traité via l'intelligence collective. Donc, c'est comment ensemble, on va trouver ces solutions-là. Moi, je crois beaucoup effectivement à cette intelligence collective parce qu'on voit les effets. L'avantage versus une formation, c'est que l'intelligence collective, on mobilise tout le monde à un même endroit sur un même sujet, pardon, et ça profite à tout le monde. Donc, c'est juste génial. Enfin, moi, je trouve ça même révolutionnaire. Donc, ça, c'est le premier point, notamment donc, des ateliers de co-développement animés. Moi-même, j'en anime régulièrement au sein de Talentia. Et à chaque fois, non seulement celui qui a sa problématique est satisfait quand il repart avec un plan d'action, mais ça profite, tous les conseils qu'on a pu donner très pragmatiques, ça profite à tout le monde. Donc, dans ma boîte à outils, c'est vraiment à l'intelligence collective. Et puis, justement, grâce à la digitalisation de la fonction RH, ça permet à la RH de gagner du temps et d'avoir l'opportunité de retrouver le lien d'accompagnement qu'elle doit faire auprès de ses managers. Donc, pour les aider à comment gérer des problématiques de performance, comment impliquer les collaborateurs dans le fonctionnement du service, comment on fixe des objectifs, parce qu'on a beau être en 2021, mais il y a encore beaucoup de managers qui ne savent pas fixer un objectif. Un objectif, ça ne peut pas être faire mieux que l'année prochaine. J'ai déjà vu ça, hein. Pas chez Talentia, bien entendu, mais dans d'autres expériences. Et ça ne peut pas, ça c'est ni motivant, ni gratifiant, ni challengeant. Donc c'est voilà. Et puis encore une fois, c'est donner de l'autonomie, faire confiance à son collaborateur. Et ça s'apprend. On doit éduquer à la fois les membres du comité de direction et aussi les managers dans ça. Et les habituer aussi à être dans une culture du feedback. Donc, comment on fait un feedback de développement ou de reconnaissance, parce que même quand un collaborateur fait bien quelque chose, lui dire simplement merci pour ce que tu as fait, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. En tout cas, c'est pas suffisant pour pouvoir engager un collaborateur. Et là, plus que jamais, la RH doit aider le manager pour lui dire, mais non, tu dois dire en quoi il a bien fait son travail. Qu'est-ce qui a fait que ça a apporté au niveau ça s'est manifesté par quel résultat. Donc voilà, donc c'est vraiment le leitmotiv je dirais de la RH pour les mois à venir. Et puis il y a un élément dont on n'a pas pris en compte, enfin qu'on a un peu évoqué, mais qui est tout aussi important, c'est l'urgence qui est liée à la sécurité psychologique face à la flambée des risques humains. C'est-à-dire qu'on voit que la pandémie a fragilisé l'état psychologique. Et puis, la période d'incubation psychologique de la crise qui s'allonge avec les vagues de confinement qui se succèdent. Et donc, du coup, cette crise, elle vient ébranler les repères, notamment les frontières entre vie privée et vie professionnelle.
Donc, il y a urgence à poser des nouvelles bases d'un environnement de travail qui va être vecteur de sécurité psychologique et de bien-être. Et ça, pour ça, l'ARH se doit de coordonner des dispositifs de QVT, qui est un autre outil que va pouvoir réaliser l'ARH. Du coup, Isabelle, je reprends la parole parce qu'on a d'autres questions. On a une question qui est de Frédéric. Est-ce que selon toi, la mise en place du télétravail va être incontournable pour les entreprises une fois que cette crise sera derrière nous? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que le télétravail a apporté des bienfaits pour le collaborateur, avec toute réserve, proportion gardée, hein. Il y a quand même justement le risque psychologique, psychosociologique est à considérer. Donc, il y a nécessité, je dirais même dès à présent, pour les entreprises qui n'ont pas eu l'habitude d'être en télétravail avant la crise, de travailler sur de préparer des accords de télétravail quand on va revenir à une vie normale, parce qu'à un moment donné, c'est sûr, on va sortir de cette crise sanitaire, on sera bientôt tous vaccinés. Et donc, à ce moment-là, ça sera comment on accompagne l'entreprise à accepter peut-être 2 jours, 3 jours de télétravail, et comment aussi accompagner les managers pour accepter ces nouveaux dispositifs. Et puis, c'est pareil, c'est aussi d'étudier comment on instaure une relation gagnant-gagnant entre l'entreprise et les salariés sur la notion de télétravail. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des tickets restaurants. Quand on est en télétravail, quid du ticket restaurant? Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place comme prise en charge pour effectivement accompagner les collaborateurs qui font le choix du télétravail pour qu'il y ait une prise en charge Après, financière? c'est un vrai sujet parce que tous les métiers ne sont pas aptes à faire du télétravail et ça dépend aussi de la maturité des outils qui sont mis en place au sein de l'organisation. Il y a Frédéric qui citait par exemple les métiers de la RH paye par exemple. Oui, si et seulement si la paye est en mode SaaS, si et seulement si en fait les processus métiers RH ont pu être digitalisés et peuvent se faire à distance. Sinon, ça va être très très compliqué. Après, il y a des fonctions qui malheureusement ne pourront jamais basculer sur le travail à distance. Nous, on a la chance d'être dans des secteurs innovants tels que la tech. Donc, on est habitué à travailler sur du SaaS et on est habitué à travailler à distance avec les outils qui vont bien. Mais typiquement dans le retail, tout le monde ne pourra pas faire du télétravail, dans le manufacturing non plus. Donc, c'est aussi la capacité de prendre en considération quels sont les métiers qu'il est possible de passer en télétravail versus ceux qu'on ne peut pas, et qui sont les gens qui sont entre guillemets aptes à faire du télétravail et sur quelle fréquence. D'ailleurs, Talentia a sorti un outil qui permet justement d'accompagner les entreprises sur le sujet, sur c'est quoi la fréquence idéale pour chacun des collaborateurs en télétravail pour ne pas que ça impacte en fait sa santé psychologique. Et quelles sont les missions qu'il est possible de faire à distance pour chacun des collaborateurs en fonction justement de ces soft skills, parce que il y a des tâches que vous faites très très bien à distance, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et puis selon votre personnalité, vous allez être peut-être plus à même de gérer telle et telle tâche à distance que telle autre. Et donc ça demande quand même une forte connaissance des collaborateurs, ça demande une forte connaissance de l'organisation et de ses métiers pour pouvoir mettre en place de façon pérenne et de façon efficace le télétravail. Donc, des outils. Et donc, ça demande aussi, effectivement, ce que disait Isabelle, ça demande à la DRH de sortir un petit peu de ce cocon de gestionnaire administratif RH pour aller à la rencontre des collaborateurs, pour aller à la découverte des collaborateurs, pour aller à la découverte des métiers de chacun et essayer justement d'accompagner les business lines comme il se doit sur le développement de chacun des collaborateurs. J'avance vite parce qu'on est vraiment à l'issue de ce webinaire. On a d'autres questions qui vont sur les indicateurs, par exemple. Du coup, quand on va passer en fonction de la stratégie et de l'évolution de l'entreprise, en fonction de ce qu'on vient de voir sur la crise Covid, est-ce que ça a un impact sur les indicateurs de la performance RH? Quels sont les nouveaux indicateurs que tu vois apparaître, Isabelle? Ou en tout cas, quelle est cette nouvelle nécessité de s'appuyer sur des indicateurs et de pouvoir les piloter au service de la croissance et de la transformation de l'entreprise?
Oui, c'est une bonne question. Je me réserve les semaines à venir pour définir quels seront les bons indicateurs. En tout cas, moi, j'en vois un, voilà, il y a le taux d'engagement des collaborateurs, c'est aussi mesurer aussi probablement au niveau des arrêts de travail. Je dirais que les arrêts de travail de 2020-2021 ne ressembleront pas, probablement pas aux arrêts de travail des années précédentes. Donc, c'est de comprendre aussi la nature de ces arrêts de travail qui peuvent être pour une large part directement liés à la situation de crise sanitaire, à la difficulté aussi de gérer sa vie privée, vie professionnelle. Donc, voilà, donc je pense notamment à ces indicateurs-là, mais il y en a probablement d'autres. Mm. Je suis assez d'accord. Et du coup, on voit que la DRH, elle va probablement déborder aussi sur la sphère privée, c'est ça? Mais non, mais c'est vrai que la frontière entre le monde professionnel et la sphère privée se réduit de plus en plus. Enfin, on a vu quand on est passé en télétravail, les journées se sont considérablement rallongées de façon assez insidieuse. Et le nombre de meetings a fortement augmenté. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va être à la limite de ce qu'il est possible de faire en télétravail, ou en tout cas, il va falloir y apporter un cadre. Mais c'est un sujet de réflexion que je vous mets sous la table. Parce que je pense que le besoin de faire de façon comme ça boulimique des meetings et de voir les gens, etc., je pense que c'est probablement aussi un travers du changement de la culture managériale qui est en train de s'opérer. Et d'ailleurs, c'était une question qui était posée dans le chat, c'est comment on accompagne ce changement de culture managériale? Parce que du coup, il y a beaucoup de managers qui ont besoin de voir leurs collaborateurs sur site, qui ont besoin de les toucher pour exister. Ça demande d'avoir un management par la confiance, ça demande d'avoir un management par objectif. Comment tu vois les choses, Isabelle? Oui, ouais, ouais, ouais. Je crois même que parfois on touche même enfin, à la culture presque psychologique du manager, hein, par rapport à sa propre histoire. Hein. On a des schémas liés au travail. Il y a le schéma qui dit on travaillera dur toute ta vie parce qu'on a entendu ça quand on était petit et donc tu travailleras quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, ces personnes-là travaillent, qu'elles soient en télétravail ou pas, et puis d'autres qui vont être plus laxistes, etc. Et donc, il y a des schémas comme ça qui se mettent dans les esprits, enfin, dans chacun de nous, même moi, j'ai aussi des archétypes de cet ordre-là, éventuellement. Mais donc, c'est effectivement, c'est cette confiance-là, ça veut dire, ça va passer par la fixation, d'accompagner concrètement le manager sur lui dire, écoute, tu n'as pas confiance en ton collaborateur, ok. Donc, on va t'aider à mettre en place des objectifs à la semaine. Tu seras content si quoi à la fin de la semaine concernant ton collaborateur? Tu voudras qu'il ait fait quoi concrètement? Donc, ça va obliger le manager de définir en amont ce qu'il attend de son collaborateur. Parce que souvent, on a le réflexe de se dire, ah, il n'a pas fait son boulot, mais on le dit qu'après coup. Donc, ça demande vraiment une autre gymnastique en fait, intellectuelle et donc de collaboration. Et une fois qu'on a défini à la semaine, j'entends bien vraiment hein, à la semaine, c'est probablement pour beaucoup de postes, même pour des postes de dirigeants, où on est capable de se dire on sera content à la fin de la semaine si quoi, de manière réaliste. Et donc, bah, ça va être effectivement le challenge de dire une fois que le travail de définition de ces objectifs hebdomadaires a été défini, quels indicateurs de suivi on met en place pour s'assurer que c'est fait. Une fois qu'on a donné la feuille de route au collaborateur, on le laisse tranquille. On le laisse tranquille toute la semaine, voire on peut l'appeler pour faire des petites pauses café, enfin je veux dire des visios de prise de nouvelles où on se raconte un peu les choses, le film qu'on a vu la veille, etc. On peut faire des points pour savoir s'il a besoin d'aide, mais on le laisse tranquille. Et c'est seulement à la fin de la semaine ou le lundi suivant qu'on check sur ce qu'il a fait. Et là, on va être en mesure de lui faire des retours sur ce qu'il a bien fait, ce qu'il n'a pas bien fait.
Merci beaucoup Euh, Isabelle, je te coupe parce qu'on est vraiment arrivé au bout du bout de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web, talentia-software.com. Et puis, ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à l'ensemble de vos questions. En tout cas, un grand merci. J'espère qu'on vous a apporté quelques idées, quelques conseils. Encore une fois, on espère vous revoir très très vite sur nos webinars. Merci beaucoup Isabelle pour ce partage et ce retour Merci, Béatrice. d'expérience. Merci Antoine pour ton expertise. À très très vite sur le channel des webinars de talentia-software.com. À très vite, très bonne journée à tous et surtout prenez soin de vous. Au revoir.